Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. À cet épisode, je m'entretiens avec Alex San, un musicien s'apprêtant à sortir son premier album. À cette occasion, j'ai pu parler avec lui de son rapport à la musique. Ainsi, nous avons parlé de la ville de hier, du Brésil et d'une île mystérieuse. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Écolocation. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre, plus connu sous le nom de Alex San. Bon, comment ça va, Alexandre ? Ça va, Ça va ? ça va très bien, bonjour. Bonjour à tous. Eh bien écoute, est-ce que pour commencer, tu peux juste un peu expliquer aux auditeurs où on se trouve ? Ouais, et ben là on est chez moi, dans mon appartement, donc à la fois le lieu où je vis et qui est aussi le lieu où je fais de la musique, où je commence tous mes morceaux. C'est un petit home studio aménagé derrière moi avec juste ce qu'il faut pour commencer le processus un peu d'écriture de morceaux, tout ça quoi. Ok, mais c'est vraiment top. Et je respecte parce que t'es vraiment homme, tu dis que c'est juste ce qu'il faut pour on peut commencer à travailler, faire des morceaux. Ouais. Mais là, on est quand même là pour parler d'un de tes projets qui est quand même assez ambitieux, c'est un album. Est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots, au calme ? Ouais, c'est un projet d'album que j'ai, donc ce projet de musique Alex San que je l'ai depuis 2019. J'avais fait un premier EP que j'ai sorti en 2020 pendant une période qui était de Covid où c'était compliqué d'émerger avec de la musique parce qu'il y avait, tout était un peu à l'arrêt. Et en fait à ce moment-là j'avais une discussion avec une personne qui me suivait pour les relations presse et qui me disait que ça serait bien que je revienne avec un album pour installer plus le projet. Et à ce moment-là, du coup, moi, je travaillais dans une agence de communication et je me suis dit, faire un album, je vois ce que c'est que faire un EP, j'imagine à peu près ce que c'est que faire un album, je vois le temps que ça demande, l'énergie, l'investissement de temps et d'énergie. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon travail pour enregistrer vraiment un format plus long qui, du coup, demande plus de temps, plus de penser à un projet artistique aussi sur 10 morceaux. Et du coup, j'ai arrêté mon travail à ce moment-là et c'est donc dans cet appartement que j'ai commencé à écrire toutes mes maquettes avant d'aller vers d'autres lieux pour enregistrer tout ça, mais c'est ici que tout a commencé, quoi. Ok, donc c'est vraiment hyper symbolique. Ouais, carrément. Mais ce que je vais te demander, je vais te poser plusieurs questions au niveau du processus, concernant le processus créatif de l'album. Ouais. Mais tout d'abord, je vais commencer un peu par les inspirations. Donc de ce que j'ai lu, tu étais pas mal inspiré par le travail de Cléa Vincent. En partie, ouais, tout à fait. Il y a aussi d'autres artistes. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans leur travail ? En fait, si tu veux, dans le premier EP que j'avais fait, avec le réalisateur artistique qui est Guillaume Ferrand, qui m'avait aidé à faire cet EP, on avait exploré un peu différentes pistes. Et il y avait notamment un morceau qui était dans une veine un peu musique un peu brésilienne dans la musique et dans la composition, quoi. Et c'était le morceau qui marchait le mieux sur l'EP, qui a été un peu plus playlisté, plus écouté. Et je me suis dit, à la base, j'ai envie de faire un album qui part de ce morceau un peu, où je tire un peu ce fil rouge de la chanson en français, mais avec des influences et des rythmes et des guitares et une réalisation artistique, un des arrangements plutôt influencés par l'Amérique du Sud. Okay. Et notamment le Brésil, donc c'était là un peu le départ. Et Cléa Vincent, du coup tu parlais de ça, qui fait de la pop en français avec ses influences un peu tropicales, elle appelle son album Tropicool, tout ça. C'était une influence parmi d'autres pour faire ça. Ok, c'est super cool de voir un peu ce côté hybride, comme tu dis, un peu brésilien, mais en même temps avec une touche française. Ouais. Et je pense qu'il fonctionne assez bien. Comme tu dis, ça a fonctionné sur le premier EP. Et si c'est un peu ce que tu as développé dans l'album, ça peut être super intéressant, je pense. Ouais, et puis ça donnait aussi un cadre. Je trouve que c'est important d'avoir un peu des contraintes quand tu commences à faire un projet comme ça. Et de se dire, c'est des instruments acoustiques avec des influences un peu comme ça, dans les rythmes un peu bossa nova, un peu, etc. Mais c'est aussi en français, c'est aussi chanson. Ça te donne un peu un cadre créatif, des outils, en fait, un périmètre dans lequel après chercher des idées. Et du coup, ça aide aussi à trouver une cohérence. Ok, c'est super intéressant de voir comment du coup, ces limites t'ont peut-être permis de... pas gagner en liberté, tu vois, mais je sais pas comment dire, c'est intéressant d'avoir un cadre, comme tu dis, pour vraiment aller en profondeur et trouver quelque chose d'intéressant, quoi. Ouais, c'est clair. Ça aide, parce que sinon tu t'es face à un champ des possibles infini, quoi. Donc là, ça te donne un peu un chemin à explorer. Bon, mais nickel. Maintenant, juste pour légèrement sortir un peu du cadre, ce que je vais te demander, c'est un peu quelle musique t'écoutes en ce moment ?
En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute plein de choses. J'écoute beaucoup Adrienne Lenker, qui est Ok. qui est plutôt une compositrice folk acoustique. C'est un des pans de la musique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sufjan Stevens, des choses comme ça. Et Adrienne Lenker, je trouve ça vraiment génial, à la fois dans son projet perso et son projet Big Thief. Mm. Donc j'écoute ça, j'écoute aussi, aussi de la musique brésilienne. J'écoute pas mal Rodrigo Amarante, qui est un compositeur brésilien. J'écoute beaucoup en ce moment le dernier album de Voyou, qui est aussi une influence sur l'album, parce qu'il a ce côté exploration un peu de musique, de sonorité, bossa nova, etc. Et là, il a fait un disque qui est super, qui sonne vraiment musique brésilienne et en même temps chanson française, donc ça, je trouve ça génial. J'écoute un peu ça en ce moment, ouais, principalement. D'accord, bah, c'est super intéressant parce que là il y a plein d'influences différentes. Alors, Voyou, donc là c'est aussi pareil un peu ce que tu as melting pot, brésilien, en même temps ils chantent en français. Ouais. Et je sais pas, j'ai un peu bloqué sur Adrienne Lenker parce que c'est aussi une artiste que j'aime beaucoup. Ouais. Et j'apprécie pas mal aussi ce côté folk et. Enfin, je sais pas, elle a toute une ambiance qu'elle développe dans ses albums que Ouais. j'aime beaucoup. Ouais, c'est clair. Et donc, ça, c'est quelque chose qui t'influence un peu dans ton travail ou bien pas tant que ça? Ouais, je pense, même si là, justement, moi je pense qu'à la base, quand je fais des morceaux, j'ai un peu naturellement des ambiances un peu comme ça, folk, mélancoliques qui me viennent. Et là, l'album, j'essayais justement de trouver un peu autre chose. Donc il y a des morceaux comme ça, mais j'ai essayé de trouver aussi plus de rythme à des moments, un côté plus. Ouais, un peu plus dynamique. Donc c'est aussi, j'ai essayé de sortir un peu de ce côté très folk, mais à la base, moi j'adore. Il y a l'album aussi de Sufjan Stevens, Carrie Ann Lowell, qui est très acoustique, que je trouve génial. Maintenant, là, j'avais envie d'essayer d'explorer justement par l'influence plus de samba et de bossa nova, des rythmes un peu plus dynamiques. Ouais, quelque chose de plus coloré. Ouais. Finalement. Et plus chaleureux et plus joyeux aussi, parce que c'est vrai que sinon il y a souvent un mood triste dans ce genre de musique et j'avais envie de pas être que là-dedans parce que voilà. Bon, enfin, pourquoi pas quand même explorer d'autres émotions, quoi. Ouais, ouais. Bon, ben, tant qu'on parle d'émotions, je vais tenter une sorte de petit pont vers une autre question qui m'intéresse pas mal. Là, on a parlé des musiques que tu écoutes en ce moment. Ouais. Et je me demande un peu, quelle musique t'écoutais quand t'étais genre enfant? Ok. Qu'est-ce que j'écoutais J'écoutais plein de choses. Bah, moi, j'ai commencé la musique par la guitare. Quand j'étais au lycée, voire même au collège, je pense, j'écoutais pas mal Jimi Hendrix, des trucs comme ça, des trucs un peu de rock, les Rolling Stones, Frank Zappa, j'aimais bien aussi. Avec mes potes, on écoutait beaucoup Frank Zappa Wow. pour le côté un peu expérimental. Qu'est-ce que j'écoutais d'autre À un moment, j'étais très fan de Arcade Fire, Ok. sur la fin de l'adolescence, tout ça. Après, des albums qui m'ont marqué, il y a eu Bon Hiver, mais j'avais déjà une petite vingtaine, quoi. Bon Hiver, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'a. Je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Sufjan Stevens aussi, pas mal. Tom Waits, des trucs. Tom Waits. Ah ouais, vraiment, toujours, c'est. Du moins, côté folk avec. Bon Hiver aussi, quand même, parce que Ouais. Sufjan Stevens, ce côté assez mélancolique, Ouais. acoustique. Mais aussi apaisé et qui contraste pas mal avec le rock, je sais pas, Ouais, c'est vrai. pas qui est carrément expérimental, Rolling Stones et tout ça. Ouais, c'est vrai. Et comment s'est fait la transition genre, entre les deux genres? En fait, c'est un processus. Je pense qu'à différentes étapes de ta vie, tu écoutes un peu de musique différente. Ouais. Donc, j'ai commencé par des trucs un peu comme ça, un peu rock, psyché, etc. Après, je suis allé plus vers le folk. Ouais, quand j'avais 20 ans et quand j'avais un peu 24-25, j'ai commencé à découvrir un peu toute la musique brésilienne aussi et des choses super qui m'ont aussi vachement influencé et qui m'ont un peu ouvert un nouvel horizon d'écoute. Parce que j'écoutais ça d'abord en tant qu'auditeur, quoi, mais vraiment des sonorités, une musicalité qui sortait un peu de ce que je connaissais et qui m'a beaucoup plu, quoi. D'accord. Non, c'est vraiment intéressant, c'est tout un cheminement, quoi. Ouais. Oui, puis ça se nourrit de tout ça, quoi. Au fur et à mesure, t'as une petite, t'as un héritage un peu du folk, et puis tu découvres de la musique brésilienne, et puis en même temps, à des moments, j'aime bien aussi de la musique électronique, et même si dans l'album c'est pas trop présent, mais je pense que c'est tout ça après qui crée un peu une personnalité musicale, des influences un peu diverses, quoi.
Mais c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que ton album a un genre, on va dire, musical, Ouais, mais en même temps, ça changerait au fait que tu restes, je pense, comme beaucoup de personnes, quelqu'un qui apprécie plein de choses différentes, quoi. ouais, ouais, Et, ouais. c'est cool que ça transparaisse dans tes réponses et tout. Ouais, c'est clair. Et puis je pense que là, tu vois, l'album il va sortir dans une semaine. Mm. Donc il va être, c'est aussi une nouveauté. Mais moi, ça fait longtemps que je travaille dessus et que j'ai écrit les morceaux, qu'on les a enregistrés en studio, on les apprend pour faire des concerts. Donc ça fait longtemps que j'ai un peu une vie avec ces morceaux. Et là, je commence à avoir envie de faire des nouveaux titres. Et peut-être justement de sortir de ce périmètre un peu sud-américain. De cette recette-là en fait que j'avais établie pour l'album, pour aller peut-être vers un truc plus pop ou plus, explorer des nouveaux champs, tu vois, pour essayer de se recréer un nouveau chemin à suivre euh, dans la création, quoi. Bah, carrément. Mais d'ailleurs, pour revenir sur un élément de notre discussion là, Ouais. il y a un terme qui revient beaucoup, même une thématique qui revient beaucoup, c'est l'Amérique latine, on parle de Brésil, etc. Ouais. Et je sais pas, en me renseignant sur toi, j'ai vu qu'il y avait un terme qui revenait quand on parlait de tes origines. Il y avait écrit que tu avais des origines méridionales. Oui, alors méridional dans le sens sud de la France, Ok. plus Côte d'Azur, tout ça. Oui. Le Brésil, j'y suis venu parce que quand j'avais 24 ans ou 25, j'avais une copine qui était brésilienne et qui m'a fait découvrir un peu toute cette musique-là, quoi. C'était une histoire comme ça, elle était à Paris, on en est sortis ensemble quelques temps. Et elle venait d'une famille où son père était musicien de samba, tout ça, et de bossa nova. Et elle m'a fait découvrir tout en fait, tous ces musiciens que je connaissais pas. Et j'ai adoré découvrir ça parce que c'était un peu un nouveau continent musical à explorer. Et c'est vrai que ça m'a pas mal nourri, quoi. Donc, Ok. j'avais une petite histoire avec ce pays. Et puis j'y suis allé aussi, j'ai passé un peu de temps quand j'avais 25 ans. Donc c'était aussi une immersion dans cette culture, dans ce pays, qui m'a nourri musicalement, quoi. Après, moi, ce que je fais, c'est pas de la musique brésilienne, ça reste de la chanson ou de la pop française, mais c'est un petit héritage de cette musique que j'ai découvert et qui m'a plu, quoi. D'accord, c'est super intéressant. Vraiment, t'as pu complètement plonger en fait dans ce nouveau genre musical. Ouais. C'est une nouvelle influence. Bon, mais pour revenir un peu aussi sur ton côté, du coup, sud de la France. Ouais. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir cette origine géographique, t'a un peu influencé dans ton rapport à la musique, dans tes goûts musicaux? Alors dans mes goûts musicaux, un petit peu parce que en fait je viens de la ville de Hyères dans le Var, et quand j'étais au lycée ou dans les études, tout ça, il y avait un festival qui était à Hyères qui s'appelait le Midi Festival, qui programmait, c'était pas mal de la musique indé, mais chaque année c'était un peu des nouveaux artistes qu'on découvrait, et il y avait comme ça un côté un peu découverte musicale tous les ans avec ce festival, donc ça m'a nourri. Et après, la région du sud, ce bord de mer, tout ça, je pense que ça m'a plus influencé dans les paroles et dans un peu une nostalgie de ce cadre de vie qui est très lumineux, très... ouais. Et je pense que quand tu vis à Paris, qui est une ville que j'aime beaucoup, mais des fois, t'es un peu en manque de ça, quoi, de ce côté... un cadre de vie un peu plus doux, un peu plus sensoriel, avec le soleil, la mer, tout ça. Ouais. Donc ça me nourrit aussi, ouais. Ok, c'est super intéressant quand même, on n'y pense pas forcément, mais le fait d'être en bord de mer et tout, avec un cadre peut-être un peu plus lumineux, comme tu as dit, un peu plus Ouais. paradisiaque que Paris, ça peut être une source d'inspiration. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as senti une sorte de, je sais pas, c'est un peu tordu, mais une sorte de changement dans tes goûts musicaux une fois que tu es monté sur Paris? Ouais, je pense parce que en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'avais un groupe avant avec une fille qui s'appelait Ambrose, et on écoutait pas mal de musique électronique. Et puis Paris, t'as une offre culturelle qui est foisonnante. Du coup, tu peux voir plein de concerts, tu peux faire plein de découvertes musicales. Donc ça m'a influencé plus dans le côté diversité musicale, découverte de plein de choses, de plein de gens qui font des projets qui t'inspirent, quoi, qui te donnent envie aussi de faire des choses, quoi. Ah ouais, non, ça c'est pas mal. Ouais. Ok. Et donc, attends. Donc, honnêtement. Alors, tu me parles du Midi Festival qui avait lieu donc dans le sud, Ouais, ailleurs. ailleurs, important. Et ensuite, donc, de cette scène, plus, on va dire, cosmopolitaine à Paris, avec plein de genres différents et tout. Ouais. Est-ce que. Enfin, ok, je vais directement. C'est quoi, genre, ton meilleur souvenir de concert? Mon meilleur souvenir de concert, attends, faut que je réfléchisse 2 secondes. Quand j'avais la vingtaine et que j'ai vu Arcade Fire en concert, et ça m'avait vachement marqué. Ok, wow. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui m'a marqué?
il y a d'autres trucs qui m'ont marqué depuis, mais euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Attends, faut que je réfléchisse un peu. T'inquiète pas. Moi, j'ai travaillé aussi longtemps dans les. En fait, avant de faire de la musique un peu plus à plein temps, je travaillais pas mal dans une agence événementielle, communication événementielle, et on travaillait sur les festivals l'été pour des projets, enfin voilà, de partenariat, etc. Et du coup, j'ai vu plein de concerts à ce moment-là aussi. Donc, je pense qu'il y a ce côté aussi, cette expérience festival, de ces concerts un peu sur scène, ce côté, ce public en plein air et tout. Ça m'a aussi influencé. C'est pas tant un concert particulier, mais plutôt une ambiance de concert et cette énergie un peu de l'été. Mais après, sur des artistes particuliers, il y en aurait plein. Je sèche un peu là sur le. Mais t'inquiète pas, je pense que c'est aussi un peu ça. Quand t'as vu tellement d'artistes différents et tout, c'est quand même compliqué d'en prendre juste un seul en disant bon, bah, celui-là c'était le meilleur. Ouais. C'est très différent, j'imagine. Ouais, mais j'ai des souvenirs de concerts, je sais pas si ça peut être intéressant, mais par exemple, à un moment j'écoutais beaucoup The Knife et Fever Ray, je sais pas si tu vois, c'est des musiciens, ils sont suédois, je crois. Et il y avait ce groupe The Knife que j'aimais beaucoup, et il y avait un concert, c'était à la Cité, c'était de la musique à la Villette là. Et du coup j'étais trop content d'aller les voir en concert, et le concert a commencé, ils avaient des espèces d'instruments bizarres sur scène et qui avaient l'air un peu limite fake, et du coup ils commencent à jouer, on comprend pas ce qui se passe, et au bout de 2 morceaux en fait tous les instruments sont évacués, et pendant 1 heure en fait c'est que de la danse. Et je pense limite c'était peut-être en playback, je sais pas, mais en fait c'était vraiment, on s'attendait à voir un concert, et en fait on a vu un super beau spectacle de danse sur leur musique, et je trouvais que c'était hyper intéressant parce que ça te surprenait dans ton expérience de spectateur, quoi. Tu penses voir un concert d'un groupe que t'aimes bien, et puis en fait tu vois un truc de danse qui était limite influence slave, enfin c'était assez avec des costumes et tout, et c'est des trucs qui m'ont marqué, quoi, sur ce côté ouais, un peu expérience de concert un peu à part, ou enfin, voilà. Ouais, non mais merci de partager ça. Ouais. Je connaissais pas du tout ce genre de concert. Ouais. Et c'est dingue parce que du coup, là tu t'en parles et je me dis, c'est ultra intéressant parce que ça, comment dire, vient un peu redéfinir ce qu'est un concert, quoi. C'est pas forcément, ça peut être autre chose, juste que une personne d'une formation musicale sur scène et qui balance un peu une sorte de playlist ou bien un album, tu vois, qu'ils ont pu faire. Et c'est cool qu'ils aient profité de l'occasion, de l'attention qu'ils avaient genre du public pour les amener autre part, un peu dans leur univers. C'est vraiment super. Ouais, c'est clair. Et maintenant que j'en parle, j'ai des idées qui me viennent. J'ai vu justement un des artistes que j'aime beaucoup et que je cite comme référence de l'album, qui est Rodrigo Amarante. Okay. Et je l'ai vu à la Maroquinerie il y a quelques années, 2-3 ans je pense. Et donc dans une salle qui est assez chouette à Paris, assez mythique, et qui est assez intimiste aussi. Et il y avait ce côté assez simple du concert où il était avec quelques musiciens, mais souvent des fois aussi que à la guitare tout seul. Et en fait, il a une telle musicalité, une telle présence que ça suffit aussi. À la fois, il y a ce côté proposition hyper foisonnante d'un groupe comme The Knife qui va te faire de la danse et t'es pas prêt à ça. Et après, de l'autre côté, juste un songwriter brésilien qui a une super voix et des super textes et des super musiques. Et en fait, il suffit limite à lui-même sur scène. Donc c'est intéressant, quoi. Je trouve qu'il y a plein de choses à proposer comme ça en concert qui sont assez chouettes à voir. Ok, waouh. En vrai, ça devait être un sacré moment, surtout si tu l'écoutais quand même depuis un moment. Ouais. Le simple fait de voir quelqu'un comme ça sur scène et c'est clair. envoyer de façon, je sais pas, comme tu as dit, guitare-voix, petit micro, et puis il y va, quoi. C'est quand même classe. Ouais, c'est vrai que quand tu écoutes un artiste que tu aimes beaucoup et que tu le découvres un peu dans une proximité, il y a un truc aussi émotionnel. Quand c'est quelqu'un qui t'a influencé, qui t'a accompagné dans des moments de vie et tout, je trouve ça génial de voir ça sur scène. Il y a un côté un peu magique, quoi. Oh, wow. Bon écoute, là je suis un peu ému. Moi aussi. Ok. Là ce que je me dis, c'est que on a cette super discussion et on parle un peu de toutes ces expériences musicales que tu as traversées. Et ce que je me demande, c'est en fait à quel moment Alexandre est devenu Alex San. Ok. En fait, comme je te disais, j'avais un projet avant en duo. Donc on était 2, on écrivait ensemble, on faisait tout ensemble. Et ce projet s'est terminé, je pense, à un moment de ma vie un peu où plein de choses se sont terminées. Donc ce projet musical, j'étais dans une relation aussi qui s'est terminée, sentimentale.
Et donc je pense que j'étais un peu un croisement, un peu à la veille de ma trentaine, tu vois. Il y avait un peu un nouveau truc à imaginer et j'avais envie de continuer à faire de la musique et j'avais envie de pouvoir faire un projet duquel je ne sois pas dépendant d'autres personnes qui pourraient continuer à exister même si des gens viennent et partent dans ce projet. Et du coup, j'ai commencé à écrire des morceaux à ce moment-là, tout seul, et c'est né, début 2019, de cette envie de continuer à faire de la musique, mais en gardant la main que je sois le seul décisionnaire sur le fait que ça continue ou que ça continue pas, tu vois, dans une dynamique de groupe à plusieurs, tu es toujours un peu sujet à la bonne entente, l'envie de continuer tout ça, et donc là, c'était à la fois un moyen d'avoir un projet sur lequel j'ai la main, et puis aussi un projet où je peux vraiment exprimer à 100% ce que j'ai envie. Et je pense que j'avais besoin de ça, quoi, d'avoir un projet pour exprimer vraiment une vision de morceau qui était la mienne de manière autonome, quoi. Même si après, forcément, tu travailles avec beaucoup de gens, mais en tout cas que le mouvement initial vienne de moi. Non, mais c'est vraiment super. Donc, c'est cool que là, tu sois à un stade où tu puisses avoir beaucoup plus d'autonomie, comme tu l'as dit, mais au niveau des thématiques traitées, peut-être au niveau même je sais pas, du genre musical, tout ça. Ouais. De l'équipe avec qui tu travailles aussi, des musiciens, que ce soit pour le live ou pour l'enregistrement, tu peux travailler avec différentes personnes qui vont du coup apporter différentes couleurs à ta musique et je trouve ça intéressant parce que c'est aussi un truc qui me donne envie de faire de la musique, c'est ce côté rencontre artistique avec des musiciens, avec des gens en général, que ce soit par la vidéo, par la photo, par plein de choses. Moi, ce qui me plaît vachement, c'est que t'as des rencontres avec plein de gens et vous partagez un processus créatif ensemble. Et ça me nourrit vachement. J'adore ce côté un peu humain et artistique. Et donc, le fait d'être un peu au centre de ce projet et de pouvoir le faire varier dans l'entourage qu'il y a artistique, tout ça, je trouve ça génial aussi, parce que tu peux avoir plusieurs étapes, plusieurs histoires en fait dans ce projet. Ok. Oh, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça porte une nuance. Je pense que pour beaucoup de personnes, quand ils voient un artiste, ils vont voir un nom. Comme dans ton occurrence, ça va être Alexandre. Mais trop souvent, on met un peu de côté toute cette partie collaborative Ouais. de la construction, tout simplement, que ça peut être un concert, un album, ouais, bien sûr, une presta. Okay. Ouais, et puis en plus, c'est quelque chose qui est aussi qui nourrit vachement le projet. Après, c'est un choix de rattacher un projet artistique à une personne, une image que tu vas construire. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Mais c'est vrai que derrière, il y a plein de gens qui collaborent, qui mettent leurs influences, leurs talents, tout ça. Et c'est ça qui fait aussi la richesse du projet. Et cet album, c'est mon album, mais c'est aussi l'album du réalisateur artistique qui a réalisé le disque, des musiciens qui l'interprètent en live, des gens qui m'ont fait des conseils sur l'écriture, sur des retours sur les maquettes. En fait, c'est vraiment collaboratif en fait. Et c'est moi qui porte ce projet-là, mais il y a d'autres personnes derrière, quoi. Mais là, tu parles du coup notamment des retours que tu as pu avoir au niveau de l'écriture. Ouais. Mais ce soir, tu vas commencer un peu à aborder tout ce qui est le processus de création de l'album et tout ça. Ce que je me demande, c'est que comment donc tu t'y prends pour écrire, t'écris tous tes morceaux? Ouais. Okay. En fait, tu veux dire comment j'écris un morceau, comment... Exactement, comment tu choisis les paroles, le refrain? Ouais. En fait, il y a plusieurs étapes, je pense, dans l'écriture d'un morceau. La première étape, c'est ici, c'est de trouver une ambiance. Moi, je pars d'abord de la musique. Il y a des gens qui écrivent d'abord le texte. Moi, je préfère partir de la musique. Donc, tu vas chercher une ambiance musicale. Pour l'album, je suis beaucoup parti du rythme. Donc, je cherchais des boucles de percussion, de batterie qui me plaisaient. Là-dessus, je composais de la guitare, je mettais de la basse. J'essayais de construire comme ça une structure d'un morceau. Et assez rapidement, tu cherches des mélodies de voix. Donc, tu fais un peu du yaourt, tu cherches un peu une mélodie qui accroche, tout ça. Et une fois que tu as ton morceau avec tes différentes mélodies, des différents moments, moi, c'est là que j'écris les textes. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que tu dois écrire un texte sur un nombre de pieds d'une mélodie. Et du coup, c'est pareil, ça te crée une contrainte. Par exemple, si la musique, il y a genre 7 notes, il faut que je trouve une phrase en 7 syllabes, ou en tout cas faire rentrer ça un peu là-dedans. Donc, il y a un côté un peu puzzle que j'aime bien. Et donc comme ça, j'aboutis à ce qu'on appelle une maquette, quoi, ou une démo. Donc c'est un morceau qui est déjà fait, complet, avec des guitares, de la basse, de la batterie, du chant. Et l'étape suivante, ça va être de retravailler ça en studio avec un arrangeur qui
enfin là pour le coup c'est un ami qui s'appelle Guillaume Ferrand, qui est un musicien très, très talentueux et très complet, et qui du coup va questionner la structure du morceau, questionner la grille d'accords, proposer... moi j'ai fait de la basse électrique, mais peut-être ça va être un basse synthé une basse synthé pour avoir un côté plus tu vois une musique un peu plus à la fois synthétique et acoustique. Tu vois, il va vraiment questionner avec moi tous ces choix artistiques de faire le disque. Et donc là, les morceaux repassent un peu à la moulinette, et on aboutit à une nouvelle version plus aboutie. Des fois, on va couper du texte pour avoir plus de moments de respiration. On va rajouter du piano alors qu'on n'avait pas, ce genre de choses, quoi. Ok. Donc c'est vraiment ce côté, là encore, qu'on trouve collaboratif, et aussi, quand même, d'aller-retour. Enfin, toi, tu vas avoir ta mélodie, tu vas travailler sur des paroles, et puis tu vas les proposer. Ouais, c'est ça. Faire évoluer le son. Je pense que c'est important d'avoir une première version maquette où tu as mis vraiment ta vision du truc. Et c'est bien aussi après de la confronter avec d'autres personnes qui vont te dire bah tiens, là, dans la façon de faire de faire la structure ou la musique, on pourrait faire ça. Et qui te font des propositions. Et là, il y a un échange, il y a un aller-retour qui se crée et qui emmène le processus créatif plus loin, en fait. Tu parlais des différentes. Comment dire, étapes un peu. Exactement, des différentes étapes par lesquelles tu passais pour composer un son. Enfin, comment dire, quel a été le son le plus dur à composer de l'album, si je peux poser ces questions? Il y a des morceaux qui sont assez évidents, qui viennent un peu rapidement et qui sont rapidement dans une forme qui est quasiment définitive, et où en fait en studio tu ne rechanges pas grand chose, tu enregistres un peu tout bien. Il y a des morceaux où il y a eu plus de recherche, je pense notamment au morceau Poudre aux yeux. Qui est le 6e morceau de l'album, je crois. Celui-là, en fait, j'avais une idée en tête. J'aimais bien Kurambing. Je sais pas si tu vois ce groupe avec un nom compliqué. Mais j'avais un peu cette référence-là en tête. Et du coup, j'essayais de recréer une démo comme ça à la maison. Mais en fait, je galérais un peu à trouver le groove et tout ça. Et donc là, il y a eu un vrai travail en studio avec Guillaume, là, qui a réalisé le disque, de chercher un peu à retrouver cette énergie-là, que ça soit cohérent avec l'album. Donc là, il y a eu vraiment un travail en studio où le morceau a beaucoup évolué en studio, contrairement à d'autres où c'était déjà quasiment tout était là. Donc je pense à celui-là. Après, c'est marrant parce que il y a des morceaux que moi je trouvais qui avaient un potentiel et que j'aimais beaucoup. Par exemple, Première Nuit. Mais la première version des paroles, en fait, était un peu mauvaise ambiance, dans le thème que j'abordais. En fait, je me disais que c'était pas très feel good, quoi. Et du coup, on a réécrit les paroles pour donner un autre sens au morceau. Donc il y a tout ce travail qui se fait aussi en studio, où tu as des morceaux comme ça sur lesquels tu vas avoir besoin de mettre vraiment un peu les mains dedans et changer des choses pour aboutir à un truc qui te plaît, là où d'autres viennent plus naturellement. Ok. Mais là, tu as parlé du fait, par exemple, que tu avais dû complètement, un peu remanier les paroles donc, de Première Nuit. Ouais. Moi, je pense à cette chose que j'entends souvent quand des musiciens parlent de leurs albums, du fait qu'il y a souvent dans un album une dizaine de morceaux, une quinzaine, parfois, et qu'il y a en amont, en fait, plein d'autres maquettes, plein d'autres morceaux qui existent, mais qui sont jamais utilisés, diffusés, exploités. C'est quoi ton rapport à ces morceaux-là, toi, s'il y en a quelques-uns? Oui, c'est vrai que moi le morceau, le disque, il y a 10 titres, mais j'en avais écrit plus. C'est marrant parce que moi j'aime bien par exemple j'aime bien quand j'ai des maquettes, tu sais, je disais il y a les maquettes, puis après le studio où tu retravailles les titres. J'aime beaucoup la première forme maquette, parce qu'en fait c'est des morceaux qui sont imparfaits, qui sont pas bien mixés, qui sont un peu très lo-fi comme on dit, mais il y a une esthétique là-dedans et que j'aime bien, et j'ai un peu une vie avec ces morceaux-là avant qu'ils soient produits en studio, tout ça, et j'aime bien les écouter chez moi. Et donc dans le disque, après t'as un choix, tu resserres sur un nombre de morceaux que tu trouves cohérent, parce qu'il faut pas qu'il y ait de temps mort dans l'album, il faut qu'un peu tout soit... Du coup, il y en avait quelques-uns qu'on a évacués et qui du coup n'existent pas, n'existeront pas sous cette forme-là. Et c'est vrai que du coup ils disparaissent un peu, mais c'est pas impossible qu'ils ressortent à un moment sous une autre forme. Mais c'est vrai qu'il y a une partie que tu jettes, quoi. Et encore, moi j'ai pas écrit beaucoup plus de morceaux que ce qu'il y a sur le disque, peut-être 5-6 en plus, quoi, qui sont pas dedans, mais il y a des albums où je sais qu'ils ont écrit 50 morceaux, ils en gardent 12, quoi. C'est des trucs
Je crois que Thriller de Michael Jackson, il y avait plus de 100 titres qui avaient été Mon Dieu. pitchés pour le disque, ils en ont gardé, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine, quoi. Après, c'est peut-être aussi ce cadre, encore une fois, qu'on parlait, Ouais. qui s'impose, qui permet d'avoir un des meilleurs albums de l'histoire, je pense. Bah ouais, c'est clair. Ok. Mais donc là, tu parles de cette cohérence que tu essaies de conserver au sein de ton album. Ouais. Je me demande, enfin, c'était quoi du coup la ligne directrice? C'était quoi le thème commun? De ces disques, Ah, en fait, t'as à la fois le cadre musical dont je parlais, de se dire bah, c'est des morceaux avec des instruments acoustiques, une influence un peu dans les rythmes, au moins brésilienne, mais des fois un peu plus sud-américaine, tout ça. Et puis après, c'est par les thèmes que tu abordes aussi, où en fait, t'as pas envie de faire 10 fois le même thème, de parler de, je sais pas, d'amour ou. Donc du coup, je m'étais fixé un peu différents thèmes et du coup, le fil directeur, c'était de passer par tous ces thèmes et puis du coup de raconter un peu comme ça une histoire. Donc ouais, je pense que c'est à la fois, en fait, le fil rouge, ce serait à la fois donc dans ce cadre créatif-là, passer par différentes dynamiques de morceaux calmes et plus rythmés, plusieurs thèmes pour avoir à la fin, je sais pas, 30-40 minutes où tu as vécu un peu un passage dans cet univers-là, quoi. wow. Tout un petit voyage et tout. J'improvise les, les phrases au fur et à mesure. Non, mais ça, je pense que c'est aussi ce qui est agréable, quoi, Ouais. d'avoir ton point de vue à toi, qui a Ouais. l'air de rien et tout. On se dit, bon, mais quand même, pourquoi on a fait tout ça? Mais là, ça me rappelle un autre élément que j'avais vu en me renseignant un peu sur toi et sur cet album-là. Comment dire, la couleur orange revenait. Bon, l'éclairage actuellement il est un peu orangé, on va dire. Un peu rangé, ouais. Et donc, tu as parlé donc, du fait que quand même, écrire un album, c'est un processus qui est très collaboratif. Ouais. Je me demande de qui est venue cette idée de l'orange. De l'orange, je pense que c'est Guillaume qui a réalisé le disque. En fait, parce que quand j'ai écrit les morceaux, tout ça, je pensais pas à la couleur orange, mais en fait, dans l'ambiance qu'on ressentait, et puis après aussi beaucoup dans le mix, il y a eu un travail de mix qui a été fait par Sylvain de Barbera qui a mixé tout le disque. En fait, on se disait que l'orange c'était il y avait ce côté un peu lumière descendante du soir, c'était à la fois chaleureux, en même temps un peu mélancolique, et puis ça m'a guidé aussi dans le travail de recherche de pochette d'album là, avec le photographe Marc qui a fait ça. Donc en fait c'est plus, t'écoutes une musique et ça t'évoque un peu des images, et cette couleur orange revenait, et du coup on s'est dit qu'on allait la garder dans l'histoire un peu qu'on raconte, quoi. D'accord. Une histoire un peu orangée. Ouais, c'est ça. Ok. Chaleureuse. Ah, ben c'est super. Eh ben écoute, l'air de rien, on arrive progressivement vers la fin de l'interview, Alex. Ouais. Ce que je te propose, c'est de passer vers la dernière rubrique. Alors, c'est très rapide, tu vas voir, mais c'est un concept que j'aime bien, que je fais à chaque épisode. Ok. Donc, moi, j'aime beaucoup le karaoké. Ouais. Mais ce serait quand même sympa un peu de le modifier, donc j'ai créé le karaéko. Karaeko, ok. Et en gros, là, dans le karaéko, ce que tu fais, c'est que tu dois juste, comment dire, je vais te donner des paroles, et tu vas essayer de retrouver la musique en question. Ok, donc toi tu me donnes des paroles et moi je retrouve la musique. Ok. Ouais. Est-ce que ça va pour toi? Ouais, ça marche. Et c'est des musiques diverses et variées. Ben, écoute, c'est une musique que j'ai déjà un peu traduire en français. Ok, Donc la difficulté monte légèrement, tu vois. ok. Est-ce que tu te sens prêt? Ça va? Vas-y, ouais. Bon, On va voir. on va voir. Ok, j'y vais. Je suis parti et je ne suis jamais revenu. C'était beau, mais un peu triste aussi. C'est mon morceau Soleil de Bahia, ça. Traduit du portugais. T'as reconnu direct? Ouais, je parle mal portugais. Je ne parle même pas portugais, mais je comprends Enfin, je sais le lire et tout. Et en fait, quand j'ai écrit ces paroles-là, je suis parti du français que j'ai traduit en. Ah, ok. J'ai demandé à mon ex-copine qui est brésilienne de traduire, en fait, en tout cas de valider la traduction de ce texte-là. Waouh, ok. Donc, ouais. C'est un peu dingue d'avoir l'histoire du coup derrière ce refrain, mais quand même qui est le refrain d'un de tes morceaux les plus écoutés, je pense. Ouais, c'est ça. Une sorte de pré-refrain un peu qui lance un peu un. Ouais, ouais. Mais pourquoi c'était du coup important pour toi d'avoir cette partie-là en portugais? Comme c'était un morceau que j'ai écrit il y a longtemps maintenant, ça fait. Mais c'est un morceau que j'écrivais. En fait, mon premier EP ça s'appelait Le Love, et en fait, j'écrivais ça sur différents thèmes sur l'amour. Donc il y a pas mal la rupture, mais il y a aussi
l'amour heureux, la rencontre amoureuse. Enfin, l'EP, c'est un peu un passage par différentes étapes de l'amour, quoi. Et ce morceau-là, c'était un peu le souvenir heureux que tu peux avoir d'une relation terminée. Donc je me remémore cette relation et la musique est joyeuse parce que c'est un souvenir qui est en fait assez lumineux, tout ça. Et donc c'est forcément, il y a toujours un peu une personne derrière un morceau. Donc là, en l'occurrence, c'était cette fille brésilienne, Clarisse, elle s'appelle, et elle parle pas français. Du coup, enfin, elle parle pas si elle parle français un petit peu, mais pas très bien. Et du coup, ce texte était en français et j'avais envie d'avoir un moment en portugais qui s'adresse peut-être plus à elle dans sa langue. Et du coup, je trouvais ça assez joli. Et voilà, c'est comme, ouais, derrière chaque morceau, tu as toujours un peu une personne. Dans l'album, il y a aussi beaucoup de ma copine, tu vois, derrière chaque morceau. Et du coup, tu as envie que ça soit un peu. Il y a un petit clin d'œil envers cette personne à un moment. Même si après, tu as envie que que ça ait du sens pour tout le monde, tu vois. Mais puis chacun met sa projection dedans aussi. Et chacun peut s'approprier un texte. Mais ouais, ça me tenait à cœur. Wow. Et puis c'est aussi un peu un hommage à toute cette musique brésilienne que j'aime bien. D'avoir quelques phrases comme ça par moment en portugais, ça m'amuse. D'accord, donc un petit clin d'œil. Ouais, c'est ça. Pour toutes ces personnes et ce genre musical, ok. Bon, bah attends, je profite encore une autre petite question. Vas-y. On a beaucoup parlé donc de cette couleur orangée, de la chaleur qui l'inspirait, et l'air de rien un peu aussi du Brésil. Je vais te poser une question qui est difficile. Vas-y. Qui me cherche. Une question qui est difficile parce que de ce que j'ai compris, t'as écouté beaucoup d'albums, t'as vu beaucoup de concerts, et je vais te demander, une question un peu classique, c'est que imaginons que t'es sur une île déserte, ouais, et sur cette île-là tu dois emmener avec toi 3 albums. 3 albums. Ce serait lesquels pour toi? Je pense que je vais réussir à répondre. Je pense que j'emmènerais Carrie and Lowell de Sufjan Stevens, okay, pour un côté très folk, mélancolique. Il y a un morceau qui s'appelle Acabou Chorare, d'un groupe qui s'appelle Novos Baianos, qui est un groupe brésilien des années 70, je crois, qui fait une musique brésilienne un peu influence psychédélique, qui est vraiment super. Donc il y aurait ces deux-là. Et le troisième, qu'est-ce que je pourrais mettre dans le troisième ? Peut-être un truc en français. J'hésite entre un album de Gainsbourg ou un album de Brassens, mais peut-être plutôt Gainsbourg. Peut-être sur une île déserte, j'emmènerais un des albums reggae de Gainsbourg, Aux armes, etc. Je sais plus les noms. Gainsbourg a fait un album reggae, il en a fait 2, ouais. Il en a fait 2, ok. Je crois Bad News from the Star et Aux armes, etc. je crois. Il a fait 2 albums reggae, il a enregistré à Kingston en Jamaïque avec tous les musiciens de Bob Marley et compagnie. Et ouais, mais c'est super, hein. Il y a toute une phase. Et il y a un album live, je crois, qui a été enregistré au Casino de Paris, je crois, un truc comme ça. Peut-être pas au Casino de Paris, mais en tout cas dans une salle parisienne. Il est avec toutes les stars brésiliennes de l'époque, Robert Shakespeare à la basse, Sly Dunbar. Il s'est entouré des meilleurs musiciens reggae de l'époque. Il a fait un morceau en français qui est trop bien, même deux albums. Ok. Wow. Avec des versions dub et tout, c'est assez ouf. Je trouve ça excellent de finir sur cette anecdote dont j'ignorais complètement l'existence, ouais. Et qui, je trouve, fait bien le trait d'union entre finalement cet héritage français musical et tout ce qu'on peut trouver de magnifique du côté brésilien aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu veux dire encore avant qu'on finisse l'interview ? Non, si ce n'est que l'album sort le 24 mars et que allez l'écouter et le streamer et tout ça, quoi. Ouais, n'hésitez pas, écoutez-le, faites-vous votre avis, et puis continuez à écouter de la musique à fond, évidemment. Attends, ok, il y a un truc qu'il faut que je te demande vas-y. Que ça se finisse, parce que sinon je pourrais pas dormir. Tout au long de l'interview, il y a un nom qui est revenu, c'est celui de Sufjan Stevens, ouais. Ok, au point que tu étais prêt à prendre son album sur une île déserte. Ouais. Qu'est-ce qu'il a changé en toi, en fait ? Pourquoi cet album il est si important pour toi ? En fait, j'aime beaucoup ce musicien. Je trouve qu'il est hyper... justement, ses albums sont très différents. Il a fait des albums très folk, d'autres très expérimentaux, un peu électroniques.
il a fait des morceaux, à un moment il commençait à faire des albums sur des états américains, donc il y avait Illinois, il y avait Michigan, enfin bref, il a une créativité que je trouve géniale, et je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me touche beaucoup chez lui dans sa façon d'écrire, c'est très... très sincère et ça se ressent, et cet album là Carrie Ann Lowell, c'est un album qu'il a écrit sur la mort de sa mère, donc c'est hyper triste mais c'est hyper beau, enfin, je le trouve magnifique, et je pense que je l'emmène parce que ça me ferait du bien de l'écouter sur mon île déserte. Ok. Mais c'est top, ouais, ce qu'il fait. Voilà. Merci d'avoir pris un peu le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à toi. C'était un plaisir. Écoute, Alexandre, bonne continuation, et puis voilà, allez écouter au calme. Écoutez au calme. Salut. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation, enregistré avec la participation d'Alex San. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur de l'émission, ainsi qu'à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ou tout simplement en le partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble de notre actualité sur ecolocationpodcast.com, et surtout, retrouvez-nous dans un mois pour une nouvelle transmission.